Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc aujourd'hui ? Et on va parler du mois de mars. En mars, mobilisons-nous pour soutenir les enfants touchés par le cancer. C'est le défi que nous lance Move for Life, une initiative qui vous invite à vous surpasser et à vivre des expériences inoubliables tout en soutenant une noble cause. Lancée en 2020, en réponse à l'annulation de nombreux événements dus à la pandémie Covid-19, Move for Life est désormais de retour chaque année pour tout le mois de mars, accessible à tous. Cet événement permet à chacune et chacun de choisir son défi, qu'il soit sportif, culinaire, artistique ou encore culturel, et de récolter évidemment des fonds pour l'association Zoé for Life en vous faisant parrainer par exemple. L'objectif est de prendre du plaisir, de sensibiliser votre entourage en parlant de l'association Zoé for Life et du cancer pédiatrique. Pour en parler, je reçois la fondatrice de Zoé for Life, Nathalie Guignard. Bonjour Nathalie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci d'être avec nous de si bon matin. Merci de me recevoir. Elle n'est pas venue toute seule, Nathalie, ce matin. Alors j'explique pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, il y a une mascotte sur la table, c'est ça ? Voilà. Une petite histoire avec la petite mascotte Zoé for Life. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu une bénévole qui avait confectionné une mascotte qui représente en fait le logo de l'association. Donc la petite fille que vous voyez sur le logo qui à la base représente Zoé. Et cette mascotte a fait le tour du monde avec Alan Roura à l'époque, la traversée de l'Atlantique avec un autre navigateur, Marcus Burkhardt. Ouais. Et puis ça nous a inspiré de pouvoir la produire. Donc on a fait faire une petite mascotte. Et puis aujourd'hui on essaye un peu de la faire vivre à travers nos événements et nos différentes actions. Alors, on va parler de Move for Life. Je profite de faire juste une petite parenthèse en disant qu'Alan Roura sera notre invité tout prochainement sur M Média et on aura certainement l'occasion d'évoquer ce que vient de dire Nathalie Guignard. Alors, Move for Life, peut-être rappeler ce que c'est. J'ai tenté de l'expliquer en quelques mots. Ça se passe tout le mois de mars et c'est l'occasion ou jamais de donner un petit coup de pouce à l'association et à soutenir les enfants malades du cancer. Oui, alors je pense que comme tu l'as très bien dit, c'était vraiment né pendant la période du Covid. Les gens ont vraiment répondu présent. On a eu plus de 200 participants. On a réussi à récolter plus de 20 000 francs sur un mois grâce à différents défis que chaque personne se lançait. Et puis, c'est vrai que, inévitablement, comme tout événement, on sent une petite baisse de motivation. Ouais. Donc, cette année, on s'est dit, c'est la 4e année, on ne va pas abandonner, on va proposer un peu un autre concept. Ouais. C'est soit un défi pour un peu repousser ses limites, soit même une aventure de simplement partager son aventure. Je crois que les gens ont besoin un petit peu de belles choses dans ce monde et de partager un défi, une aventure sur les réseaux autour de soi, accompagné de la mascotte. C'est l'objectif cette année aussi. Comme ça, les gens peuvent prendre une petite photo pendant qu'ils font le défi de la mascotte ou d'eux-mêmes, bien sûr, s'ils le souhaitent. Et puis d'essayer de se faire parrainer par coût de 5 francs, 10 francs. Et puis à la fin du mois, toute cette somme ensemble permet de soutenir vraiment des beaux projets. On peut la mettre en scène, la petite mascotte, c'est ça qui est assez rigolo. Oui, alors on essaye. Tout à l'heure, j'ai fait une photo quand on était à la séance maquillage, on essaie de la prendre un peu partout. Ouais. En fait, nous, on essaie de montrer l'exemple. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, vous voyez sur les stories, on essaie de la prendre un peu partout. Et peut-être que ça motivera un peu plus les gens de se lancer. En tout cas, l'objectif, c'est vraiment un petit peu de sortir un peu de sa zone de confort, de repousser ses limites et vraiment, j'ai envie de dire que ça a vraiment un but, ça a du sens, parce que cette somme qui est récoltée à la fin de l'année, elle nous permet vraiment de faire des choses très concrètes. On a financé, grâce à ça, on a mis en place une bourse d'entraide pour les jeunes adultes et adolescents guéris d'un cancer, qui leur permet d'améliorer leur qualité de vie, leur quotidien. L'exemple le plus concret, c'est Guillaume, qui a perdu sa jambe des suites d'un cancer, suite à ses traitements. Et grâce à Move for Life, on a pu financer une prothèse de sport pour ce jeune homme, il y a maintenant plusieurs années. Et aujourd'hui, il peut courir. Et ça, c'est uniquement grâce aux fonds qu'on a récoltés. C'est fantastique, c'est important, effectivement, de soutenir. Alors là, on a remis vous avez peut-être le son à la radio, on a mis quelques images d'une grande soirée qu'on avait fait pour Move for Life il y a 3 ans maintenant. C'était pendant le Covid. C'était ici, du côté de Millennium. Une soirée que nous avions organisée pour récolter des fonds aussi. Grand succès. Et on va remettre ça samedi. M Média va carrément s'emparer de ce défi. Samedi soir à 22h, vous aurez l'occasion de pouvoir revivre
on va rediffuser ce moment exceptionnel qu'on avait notamment mis en place pour Zoé for Life et pour Move for Life. Une soirée clubbing, tout simplement. Je me mets aux platines et vous regardez ce qui se passe. Il y a un QR code, vous pouvez faire un don, donner un petit quelque chose. Il n'y a pas de petit don, c'est important de rappeler ça. Il n'y a pas de petit don, c'est vrai. Et puis tous les défis sont bons parce que voilà. En l'occurrence, ce défi était assez incroyable. Ouais, c'était fou. C'était assez fou. Ouais. Et puis voilà, ça peut être culinaire, artistique. Beaucoup, c'est sportif, c'est vrai. Beaucoup ont envie de repousser un peu ses limites au niveau sport. Mais pas forcément. Il y a une personne là qui va vaincre sa peur du vide en se lançant le défi d'aller dans une salle de sport, faire de l'escalade pour vaincre sa peur du vide. On a aussi toute une équipe de parents qui ont décidé que pendant tout le mois de mars, ils accompagnaient leurs enfants à pied et pas en voiture à l'école. Et voilà, c'est des petits défis que chacun peut relever. Et ça fait parler de la cause. Alors, pour participer à Move for Life, comment faut-il faire ? C'est bien d'aller faire un petit tour sur le site zoeforlife.org, déjà. Peut-être il faut s'inscrire. Comment ça marche ? Alors en fait, sur le site de l'association, sur la page de nos événements, il y a une page dédiée à Move for Life qui explique justement tout ce qu'on vient d'expliquer. Et puis il y a la possibilité de s'inscrire pour participer. On demande une finance d'inscription de 50 francs. La personne reçoit la mascotte chez soi. Et puis on lui demande bien sûr quel est son défi. Et puis on la motive on lui donne un lien de collecte personnelle. C'est-à-dire qu'en partageant ce lien de collecte, elle va pouvoir récolter des fonds et nous, on va pouvoir lui dire combien de personnes et quel est le montant qui a été récolté grâce à son défi ou à son aventure. Une super idée. Et puis, on voit aussi, il y a une jauge aussi qui montre le montant récolté à ce jour et on espère bien qu'elle va grimper encore un peu. Bon, on l'espère aussi, évidemment. Alors, Zoé for Life, c'est toute l'année. Il y a Move for Life au mois de mars. Il y a d'ailleurs un événement qui se déroule tout bientôt. Il y a la soirée de gala avec John Steers qui sera la vedette de cette soirée. C'est le 21 mars prochain. 21 mars, tout à fait. Il reste des places ou pas ? Très peu. On en a pas mal vendu ce week-end. Très peu. Donc voilà, j'avais envie de vous lancer un défi qu'on allait remplir la salle aujourd'hui. Un défi Move for Life de remplir la salle aujourd'hui. Il reste très peu de place et c'est vrai qu'on va devoir clôturer demain midi parce qu'il faut qu'on fasse le plein de salles. Donc, d'accord. Alors si on veut se procurer ces dernières places, ça se passe aussi sur le site internet. Exactement, toujours sur la page événements, Gala de Charité. Voilà, et puis durant l'année, mais on aura l'occasion d'en reparler en temps voulu, il y a aussi Day for Life. Là, on peut peut-être déjà noter la date, c'est au mois de septembre, et ça c'est aussi un rendez-vous très important. Oui, alors 21 septembre à Aubonne, la nouveauté c'est cette grande journée de solidarité qui a lieu depuis 2016. La grande nouveauté c'est une course, une course sportive, donc il y aura les 5 km, 10 km du nordique, des courses pour des enfants, et puis cette grande journée de solidarité où tout le monde se retrouve. Donc, notez la date dans vos agendas, effectivement, et puis on en parlera bientôt. Il faut toujours trouver des nouvelles solutions, nouveaux défis pour... Nous, les défis, c'est toute l'année. Bon, et samedi soir, je vous rappelle qu'on rediffuse le Move for Life qu'on avait tourné ici à Millennium il y a 3 ans maintenant déjà. C'est à 22h sur M le Média et il y aura un QR code et c'est l'occasion pour vous de pouvoir aussi, pourquoi pas, participer. Parlez-en autour de vous. En tous les cas, on sera là et M le Média continue de soutenir l'association Zoé for Life. Merci Nathalie. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut dire ? C'est participer, c'est ça ? Faites un petit geste, quoi. C'est ça ? La communauté aime le média. Lancez-vous un défi. Participez à Move for Life. Dépassez vos limites. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Nathalie Guignard. Belle journée. Passez dès maintenant au standard radio DAB+, qui remplace la FM. Bref, plus de bonnes ondes. DAB+. M le Média présente la 7e édition des rencontres 7e art Lausanne. M le Média. La 7e édition des rencontres 7e art Lausanne se déroule, je vous rappelle, jusqu'au 17 mars prochain au Capitole et dans toute la capitale vaudoise. Notre envoyé spécial Thomas Lécuyer est chaque jour sur place et a rencontré pour vous Natacha Campana, fondatrice de l'Écran Pop à Paris, qui a organisé vendredi dernier pour la première fois en Suisse un cinéma karaoké du film culte Grease. Alors apparemment c'était les folies, c'est l'émeute, ça a super bien fonctionné. La séance était donc complète et l'ambiance était au rendez-vous. Et Natacha Campana nous en dit un peu plus sur ce format inédit en Suisse qui rencontre, il faut bien le dire, un grand succès chez nos voisins français. Interview. Bonjour, je suis Natacha Campana de l'Écran Pop et vous êtes sur M le Média. L'Écran Pop, c'est une grande fête au cinéma qui réunit des centaines de fans d'un film culte pour les rencontres du 7e art. Il s'agit de Grease. Sandy!
L'objectif, c'est de célébrer le film en chantant. Et pour entrer vraiment dans l'ambiance du film, il y a toute une expérience qui est proposée avec notamment un spectacle qui va précéder la projection avec un comédien qui est là pour plonger les participants dans l'ambiance du film. Et on remet aussi des petits accessoires, ce qu'on appelle un goodie bag, qui va permettre de colorer l'ambiance de la salle et rythmer le film, parce qu'à certains moments du film, il va y avoir des choses à faire. Et pour tous ceux qui le veulent, venir déguiser dans l'ambiance du film. Et là, au catalogue de l'écran pop, il y a différents films musicaux. C'est souvent des comédies musicales, mais pas que. Il y a aussi des films musicaux comme par exemple Bohemian Rhapsody ou Dirty Dancing. Mais dans les comédies musicales vraiment classiques, on a Grease, on a Mamma Mia, on a West Side Story, La Reine des Neiges, Les Demoiselles de Rochefort, voilà. Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir permettre de faire revivre ces films qui sont plus à l'écran et de les présenter à des nouvelles générations. C'est la première en Suisse, je suis très très contente d'être là. J'espère que les Suisses vont accueillir le concept avec bonheur et qu'on va revenir très souvent. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Dorme. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité de ce matin a débuté sa carrière d'humoriste en remportant un tremplin de jeunes talents, réalisant ainsi un rêve qui le démangeait depuis son plus jeune âge. Ses débuts sur scène ont confirmé qu'il avait eu raison d'essayer. En 2019, il a tourné plusieurs dates de son premier spectacle où il ne veut pas grandir. Et depuis, il a fait son bonhomme de chemin. On l'entend à la radio, on le voit à la télévision. En 2022, il écrit et commence à rôder son deuxième one-man show. En mieux, on va en parler dans un instant, qui lui a valu le prix SSA, Nouveau Talent Humour, récompensant les humoristes prometteurs. Avec son spectacle En mieux, mon invité propose un regard sarcastique sur ses expériences et sur le monde qui l'entoure. Doté de punchlines surprenantes, ce trentenaire charismatique explore des questions existentielles telles que la réussite dans la vie, son rôle de jeune papa ou encore la persistance à croire en ses rêves. En 2023, il a été récompensé encore par le prix de l'humoriste émergent de l'année, décerné par la Société suisse des auteurs. Il sera au Caustic Comedy Club à Carouge les 22 et 23 mars prochains et le 17 avril prochain aussi au Audi Club de Lausanne. Bonjour Jérémy Croza. Bonjour. J'ai rien oublié? Non, je crois qu'il y a tout là. C'est pas trop mal, hein? Ouais, c'est trop mal. Bon, on se tutoie? On peut se tutoyer. Ouais, parce qu'on se connaît en fait. Hein. Ouais. Ça fait un moment qu'on s'est pas revus, mais je suis très content de te recevoir ce matin sur le plateau. Mais pareil, ça fait plaisir. Comment ça va? Bah ça va bien, ça va bien. J'ai l'habitude de me lever tôt, donc ça va. Je suis pas trop C'est vrai, t'es du matin plutôt Ouais, j'ai pas le choix avec deux enfants bas âge. Je choisis pas en fait, c'est pas moi qui choisis. Et cette vie de papa, alors comment ça va? Ouais. C'est fatigant, mais c'est bien. C'est bien. Ouais. Ouais. On arrive à lier la vie de papa et la scène, ça va, c'est compatible? Alors c'est compliqué de se concentrer quand on écrit à la maison, mais par contre ce qui est bien c'est que je peux les voir toute la journée, quoi. Alors ça c'est un vrai avantage, effectivement, il faut en profiter. En mieux, alors en mieux, j'ai encore pas vu, j'ai pas encore eu l'occasion de venir te voir avec ce spectacle. On a eu l'occasion de te croiser et te voir sur scène, notamment à Beaulieu pendant le Montreux Comédie Festival. Alors, est-ce que ce que tu nous as présenté au Montreux Comédie Festival est un petit extrait de ton spectacle En mieux? Exactement, c'est un petit extrait de mon spectacle. Oui. Ouais. Alors raconte-nous, En mieux, c'est quoi? Alors En mieux, en fait, j'avais commencé avec mon premier spectacle qui s'appelle Ne veut pas grandir. Ouais. Entre deux, il y a eu la pandémie mondiale. Il paraît. Si vous connaissez, vous avez entendu parler. Ouais. Et puis du coup, j'ai réécrit mon spectacle au fur et à mesure. Après, à la fin, en fait, ça n'avait plus rien à voir avec ce que j'avais écrit. Et entre deux, je suis devenu papa. J'ai fait une dépression. Et puis du coup, c'est passé plein de choses qui font que maintenant, je vais mieux. Et puis du coup, je me suis dit, en fait, c'est une nouvelle version. Ça n'a plus rien à voir parce qu'il n'y a même plus du tout de truc du premier spectacle. Mais c'est moi au mieux, en fait. Voilà. C'est pour ça que je l'appelais comme ça. Donc ça veut dire que dans ce spectacle, il y a beaucoup de choses de personnel finalement. Oui. C'est un peu autobiographique entre guillemets, c'est ça? Exactement. Ouais. Je parle que de moi, en gros. Je parle que de moi, mais du coup, je réfléchis quand même à voir que ce soit des choses qui parlent aux gens. Et visiblement, ça parle aux gens parce qu'il y en a plein qui viennent après qui me disent mais je me reconnais trop là-dedans. C'est des petites choses du quotidien qu'on aime bien un peu décortiquer. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Il y a des choses du quotidien, puis aussi des choses un peu plus générales. Ouais. Qu'est-ce qui te fait marrer, toi, dans la vie de tous les jours? Moi, il y a plein de trucs qui me font marrer, mais moi, c'est bizarre parce que c'est pas du tout c'est pas du tout, un peu, mais moi, des fois, plus c'est con, plus ça me fait rire. Ouais, c'est vrai? Ouais.
Alors, il y a de quoi faire, alors en ce moment, il y a de quoi se marrer. Oui, alors c'est clair qu'actuellement, il y a beaucoup de choses. Donc justement, la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui t'inspire, toi, pour écrire, justement. Hein. Oui. Oui, c'est ce qui m'inspire. Je pense que, en tout cas, pour moi, c'est plus facile à écrire sur mon vécu que d'un autre thème qui me parle pas vraiment. Là, puis souvent, j'ai pas besoin d'inventer grand-chose, en fait. Il m'arrive des choses. Là, par exemple, l'accouchement, parce que je suis venu papa une deuxième fois il y a 4 mois. Oui, félicitations. Merci. Ouais. Pendant l'accouchement, j'ai pris des notes, en fait, sur mon téléphone. Et du coup, ça m'a fait un sketch. Sérieux? Ouais. Et comment a réagi madame? Eh ben, elle a pas vu. Non, j'ai fait ça discrètement. Oh, maintenant, elle le sait. Hein. Oui, mais je lui ai dit à la fin. Je lui ai dit, tu sais que j'ai pris. C'est vrai que je me suis dit, il y a un problème quand même de comment dire, une déformation professionnelle. Quoi. Ouais. Et bébé va bien? Tout le monde va bien. Alors, ça c'est très important. Alors, il y a pas mal de choses qui vont se passer pour toi. Alors, on va te voir sur scène la semaine prochaine, du côté de Genève, Lausanne. Il y a des projets aussi, il y a des choses qui se mettent en place. Hein. Et ben là, on est en train de développer un peu une espèce de tournée pour mon spectacle. Donc, on est en train de chercher des dates et des lieux où jouer. Autrement, je suis toujours à la radio. Et cette année, on avait créé en fait la revue fribourgeoise il y a 3 ans avec 2 amis humoristes fribourgeois. Et cette année, en fait, on a fait une pause l'année dernière, puis cette année, on reprend. Du coup, à la fin de l'année, là, on a encore la revue fribourgeoise. Ouais. Alors, l'expérience de la revue, c'est quelque chose de différent que se retrouver tout seul en one-man show. C'est enrichissant aussi, cette expérience à plusieurs, finalement, sur scène. Oui, alors c'est stressant, parce que du coup, on n'a pas envie... si on se loupe, c'est pour tout le monde. Mais par contre, je trouve que c'est plus cool, justement, parce qu'on ne porte pas tout sur ses épaules non plus. Quoi. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est une bonne expérience, ça. Oui, c'est une très bonne expérience. Très bien. Alors, il y a des choses tu as dit qui te faisaient rire dans la vie de tous les jours. Je me suis posé la question de savoir si tu avais la présidente de la Confédération devant toi. Viola Amerd, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce qui te fait rire chez elle, peut-être? Alors, qu'est-ce qui me fait rire? Déjà, son nom. Ouais. Quand même. Parce que... Je choisis pas son nom. Ouais, j'ai discuté avec des humoristes français, je essayant de leur expliquer comment ça fonctionne en Suisse, ce qui est impossible d'expliquer. Oui. Et du coup, j'ai donné les noms des gens. Puis effectivement, quand on dit Viola Amerd, même en le disant, on ne croit pas au début. Hein. Puis après, on est obligé de dire oui, mais oui, elle s'appelle vraiment comme ça. Ouais. Le nom, déjà, le nom. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je ne saurais pas quoi lui dire, moi. C'est pas le seul dans ce cas-là. Non. Et à M. Berset, qu'est-ce que tu lui dirais? Collègue fribourgeois, on a le même coiffeur aussi. Profite de ta retraite, visiblement, on n'a pas besoin de lui dire grand-chose pour ça parce qu'il le fait déjà. Et puis on risque de le croiser dans des festivals ou autres, carnaval ou... Apparemment, il aime bien faire la fête. Hein. Ouais, il aime bien, visiblement. C'est un fribourgeois, quoi. C'est un bon vivant. Oui. Ouais, c'est comme ça, les fribourgeois, effectivement. Grégoire Führer, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? J'espère qu'on se voit à la fin de l'année. Voilà. Ouais, tu me diras si tu as une réponse. Hein. Et Lord Betrave, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Courage poteau, parce qu'il est en train d'écrire aussi son nouveau spectacle. Et puis là, il est en pleine écriture, donc je le vois moins. Mais de toute façon, on se voit quand même régulièrement, mais moins. Et puis, Fribourgeois aussi. Ouais. Oui, Fribourgeois. Ouais. Dans la place, c'est Fribourgeois en ce moment. Hein. On essaye, on fait ce qu'on peut. Mais à plusieurs, on avance plus vite, c'est ça qui est bien. C'est aussi un de mes collègues de la revue fribourgeoise, du coup, donc je lui dis dans 2-3 jours, parce qu'on va s'en voir tout soudain. Bon, puis on le salue bien sûr au passage. Et puis à Jérémy Croza, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Essaye de plus dormir. Ça, c'est pas possible tout de suite. C'est pas possible tout de suite. Et puis autrement, qu'est-ce que je lui dirais à Jérémy Croza? Fais attention à ce que tu manges quand même, parce que ces dernières années, tu t'es un peu laissé aller. Hein, non, puis continue de travailler, quoi. Ouais. C'est ça qui paye au final. Ouais. T'es fier de ce que t'es en train de vivre en ce moment, quand même? Pardon? T'es fier de ce que t'es en train de vivre en ce moment? Oui, quand même, oui. Ouais. Oui. Avant, j'avais un peu de la peine à être fier de moi, mais là, en fait, je pense que c'est depuis l'arrivée des enfants. Déjà, c'est ma plus grande fierté. Mais du coup, à travers eux, on se dit... on espère qu'ils soient fiers de nous. Puis du coup, on se dit, là, je pense qu'ils sont fiers ils pourraient être fiers de moi, donc je suis aussi fier de moi. C'est un peu ça. Ouais. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Il est partout, il cartonne. Je reçois le trentenaire charismatique qui explore les questions existentielles telles que la réussite dans la vie, son rôle de jeune papa ou encore la persistance à croire en ses rêves. Jérémy Croza, l'humoriste qui a suivi ses rêves,
Faut croire en ses rêves, c'est le conseil que tu donnes aujourd'hui? Ouais, il faut y croire, oui, mais pas trop non plus. Ouais. Parce qu'il y a des fois, quand on y croit trop, on se perd dans des choses où après on est déçu. C'est vrai? Ouais. Mais ça motive les rêves quand même. Oui, ça motive, mais faut pas tout miser là-dessus non plus. Ouais. Faut pas tout miser sur les rêves. Ah bah non, parce que des fois on peut être déçu, quoi. Voilà. Alors ce spectacle. Alors moi je t'ai vu une fois sur scène. Alors je peux vous dire, on se marre bien, on s'éclate. Je crois que c'est le moment où j'ai le plus rigolé. Avant de venir, pour toutes celles et ceux qui t'ont encore pas vu sur scène, comment tu pourrais vendre ton spectacle? Allez, on va venir te voir à Genève ou à Lausanne la semaine prochaine ou au mois d'avril à Lausanne. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de leur dire qu'il y a à peu près tout le monde qui peut se reconnaître à un moment donné dans ce spectacle. Ouais. Parce que, comme on dit, je suis pas un humoriste tout terrain, mais presque. C'est qu'en général, je suis un peu passe-partout plutôt. C'est-à-dire que je peux jouer dans des comédie clubs où il y a c'est un peu un public jeune, ou bien dans une fête de campagne où c'est un peu plus vieux. En fait, les gens en général se retrouvent dans ce que je raconte. Donc, si vous venez normalement, vous serez pas déçus. Ça veut dire que tu observes beaucoup les gens, c'est ça? Ça t'inspire hein, pour l'écriture. Alors, tu l'as dit, il y a beaucoup de choses que tu as vécues toi, mais tu observes beaucoup les gens. Quand on a cette possibilité, cette capacité à s'adapter finalement à son public, ça veut dire qu'on est un grand observateur quand même. Ouais, mais ça, je faisais déjà avant de faire de l'humour. En fait, je regardais tout le temps les gens ce qu'ils faisaient, puis après je me disais, c'est marrant, ils font ça tout le temps, faites ça. Et puis maintenant, ça me sert, du coup, je le fais encore plus maintenant. Ouais. Donc c'est inspirant, c'est ça? Oui, bon, des fois, par contre, on est un peu déconnecté, parce que du coup, on est au bout d'une table, on dit rien, puis on regarde tout ce qui se passe. Les gens, ils se disent, mais pourquoi En fait, c'est juste que tout à coup, j'ai mis le cerveau en mode observation. Et puis voilà, ouais. Et tu prends des notes tout le temps, c'est ça? Alors, pas tout le temps, parce que j'évite d'avoir quand même... Regarder les gens puis prendre des notes comme ça, c'est ta femme n'accouche pas tous les 2 mois, c'est ça? Non. Mais effectivement, avant je le faisais pas, puis je remarque que c'est con parce qu'on oublie vite, et du coup maintenant j'essaie, quand je vois vraiment quelque chose de drôle, je note pour pas oublier, quoi. Ouais. Et les réactions du public sont toujours assez... Enfin, on rit bien parce qu'on se reconnaît finalement, c'est ça que tu laisses sous-entendre. Ouais. Très bien. C'est l'heure de la rafale des questions, mon cher Jérémy Croza. Est-ce que tu es prêt? Il faut répondre de manière totalement... honnête, évidemment. C'est le moment du bad buzz, là. Attention, ça va. Non, mais il y a que des questions gentilles, mais ça part dans tous les sens, je préfère te le dire. Ok. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. La rafale de questions. S'il fallait recommencer, qu'est-ce que tu ferais en mieux? Oh là là, peut-être que je travaillerai un peu plus à l'école, quand même. Quelle blague, tu ne peux pas t'empêcher je vais la refaire. Quelle blague plate te fait toujours rire? Wow, quelle blague plate. La différence entre un pigeon. Ouais, c'est tout, ça s'arrête là, donc je dis elle est plate. Qu'est-ce qui t'a rendu fier dernièrement? Mes enfants. Ouais. Qu'est-ce que l'on pourrait faire en mieux dans notre pays, selon toi? Beaucoup trop de choses pour en parler en quelques secondes. Ok. Est-ce que tu as des regrets? Non, je pense qu'il faut pas avoir de regrets dans la vie. Est-ce que tu as des remords? Non, je crois pas, là, comme ça, j'arrive pas à en dire. Quel serait le meilleur cadeau qu'on pourrait te faire? La santé pour toute ma famille. Ah, pas mal. Tu préférerais être riche ou célèbre? Je crois riche. Hein. Ouais. Ouais. Sur quel sujet tu pourrais parler pendant des heures? On a dépassé le chrono, mais je me suis planté, donc j'ai perdu du temps. Sur le football. Sur le football? Ouais. Fan de foot? Ouais. Ah, tu sais que tout à l'heure, on va recevoir un footeux, tout à l'heure sur le plateau. Paul Bernardoni, ça te parle? Oui. Il va dans le sport. Et puis, quelle est ta chanson préférée? Enfin, ça, je sais, puisque tu l'as choisie. C'est Oasis. Ouais. Pourquoi cette chanson? Raconte-nous. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson? Alors, cette chanson, en fait, j'adore parce que, justement, comme je disais, j'aime bien le foot. Et aller à Liverpool, alors ils sont de Manchester, je sais. Mais à Liverpool, dans les pubs ou même quand on va, par exemple, quand on fait la fête, en fait, cette chanson dans un pub, j'adore, quoi. Ouais. C'est une chanson qui pète pas, mais qui rassemble, j'ai l'impression. Qui envoie du steak. Ouais. Voilà, comme on dit. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à Jérémy Croza? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De pouvoir continuer à lier travail et famille. Ouais. C'est important pour toi, la famille. Effectivement. Ouais. Ça se sent, ça se voit. Écoute, on te le souhaite, évidemment. Les projets, alors, il y a tes spectacles, il y a la revue fribourgeoise qui se prépare. Ouais. D'autres choses qu'on peut parler? J'ai encore pas commencé, mais j'ai des idées pour mon prochain spectacle, déjà. Ah, déjà.
qui risque de parler de ce qu'on vient de dire. Ok. C'est important pour moi. Tu voulais pas grandir, maintenant c'est en mieux, puis après tu vas parler de quoi? De ce que tu viens de vivre ici? Non, je vais parler de M le média. C'est un public niche, mais voilà. Pas que niche. M le média. M le média présente M en concert le vendredi 15 mars au 10 Club de Lausanne. M sur M. M vous offre vos places pour carte blanche à M le vendredi 15 mars au 10 Club de Lausanne. M sur M. Écoutez M, regardez Canal+, et gagnez vos places pour M. M le média. Balance ton sport. Balance ton sport, les news. On parle maintenant de la mise en pause de la rénovation du stade Coubertin de Lausanne et on en parle avec Jackie Delapierre qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Jackie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je te demande pas si ça va Jackie, ce matin je pense que c'est un peu énervé. Hein. Un petit peu, oui, un petit peu quand même. Peut-être un peu plus, surtout beaucoup d'incrédulité et puis beaucoup d'interrogations sur ce qui s'est passé la semaine dernière à la commission d'évaluation du projet de la transformation de Coubertin. Mm-hmm. On marche un peu sur la tête du côté de Lausanne, Léo de Garrigue. Oui, justement, Jackie Delapierre, début janvier dernier, vous posiez aux côtés de Grégoire Junot, le syndic de Lausanne, aux abords du stade Coubertin, comme pour valider le projet d'un nouveau stade à 12 000 places complètement rénové à horizon 2029 maximum, un stade qui accueillerait alors votre mythique meeting d'athlétisme Athletissima. Mais vendredi, la municipalité a fait marche arrière et a retiré son préavis. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment-là ? Disons que je connaissais ce qui s'était passé dans la commission, le rapport n'était pas sorti. La ville a décidé de sortir du bois rapidement puisque les deux partis politiques qui ont pilonné le projet avaient déjà sorti un communiqué de presse et il fallait que la ville réponde rapidement à cette situation. Ce qui me sidère, c'est les raisons pour lesquelles ces partis demandent de revoir ce projet, avec une méconnaissance totale du projet lui-même, et on voit que c'est une récupération politique, on peut vraiment le dire. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse dire que l'on ne sait pas si Athletissima sera encore viable après 2030. On est dans les 7 meilleurs meetings du monde sur 1200 qui sont classés. C'est comme si on disait que le LeBron allait disparaître en 2030 parce qu'on ne sait pas quel est l'avenir, s'il y aura de la neige. Nous avons notre licence qui est échue en 2030, mais nous sommes déjà en discussion pour la prolonger jusqu'en 2035-2038. Donc il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Simplement, on a été honnête de dire que pour aujourd'hui, la licence est échue comme pour l'ensemble des meetings de la Diamond League, comme pour le Weltklasse Zurich, mais elle va être renouvelée. Vous ne pouvez pas être 5e, 7e meilleur meeting du monde et qu'on vous mette à la porte. C'est comme si on enlevait le Lorbrand ou bien Kitzbühel. On marche sur la tête, comme vous l'avez dit en tête. Et d'autres choses qui ont été émises dans cette balance de dire que c'est pour Athletissima que l'on crée ce stade. Les installations pour Athletissima représentent peut-être entre 10 et 15% des installations. L'athlétisme est un sport de rigueur. Il est fait de chiffres et de mesures. On ne peut pas tricher. Donc que l'on fasse un championnat national, un championnat régional ou que l'on aille dans un meeting international, il faut une piste qui soit compétitive. Il faut des appareils technologiques précis. Et puis il faut des vestiaires, il faut des contrôles antidopage. Il y en a autant dans un meeting national qu'à Athletissima. Il faut des locaux pour la presse pour revisiter ces choses-là. Ce stade, on a obéré, on n'a pas prévu de loge pour les partenaires de VIP. C'est un stade qui est totalement épuré. On a tenu compte de toutes les nécessités. Mais lorsque dans le comité des Verts, j'entends qu'on se pose la question des batraciens qui pourraient être éblouis par la lumière et avoir des problèmes auditifs parce que le stade serait tout prêt, je crois que vraiment là, on a dépassé les limites. On reproche en gros un très gros investissement pour de petits bénéfices. Le PLR s'inquiète d'un lifting à plus de 65 millions. Les Verts disent qu'une telle dépense pour une utilisation à pleine capacité un seul soir par année n'est pas acceptable. C'est des choses dures à entendre. Très dur parce qu'on parle d'un projet de 2014, d'une première décision à 39 millions. Mais je m'excuse, depuis en 10 ans, tout le monde se plaint que les matières premières ont doublé, voire des fois triplé suivant lesquelles. L'inflation est arrivée par là. Venez dire que c'est trop cher par rapport à quoi ? Il n'y a aucune chose dans ce rapport
qui étaye cette discussion. Donc oui, c'est cher, mais on n'a pas tant discuté lorsqu'il a fallu construire la tuyère, où on en a mis plus de 80 millions. On dit qu'on utilise Atletissima qu'une fois par année, mais le foot sur le stade lui-même, il joue peut-être 15 à 20 fois par année. Et puis on a encore une pelouse qu'on peut chauffer. Donc je pense que les comparaisons ne tiennent pas la route. D'ici la fin de l'année, la municipalité va venir avec une nouvelle version du projet. Vous pensez que ça va être retoqué sur quel point ? Et j'ai un peu de peine à voir comment est-ce qu'on pourrait le faire, parce que on a vraiment épuré au maximum ce projet. Ce projet a été construit avec la participation des clubs et d'Atletissima. On a prévu de ne pas faire de tribunes ou de virages surélevés du côté lac pour qu'on puisse garder cette vision du lac. On mettra des places debout. Je l'ai dit, il n'y a pas de loges VIP qui sont prévues. Tout ce qui est prévu dans ce stade sont des choses que nous avons besoin techniquement pour réaliser Atletissima. Et puis venir dire que c'est Atletissima, il faut savoir qu'Atletissima, c'est deux clubs, c'est le Lausanne Sport et le Stade Lausanne Athlétisme. L'association qui régit Atletissima a dans son board et dans les deux clubs. Donc c'est les deux clubs qui ont créé Atletissima. Et puis il y a quand même une histoire. Si les 20 km de Lausanne existent, c'est parce qu'Atletissima les a créés en 82. Et il se passe beaucoup de choses. On soutient la jeunesse. On a un peu plus de 250 000 francs de notre budget qui part pour le soutien aux athlètes et aux clubs. On ne peut pas s'entraîner en hiver à Lausanne parce qu'il n'y a pas de piste intérieure. Ils doivent aller à Aigle. C'est nous qui payons le loyer. C'est 35 000 francs. Donc, il ne faut pas venir nous dire que Atletissima, c'est le problème de ce projet. Il y a beaucoup d'incompréhension. Absolument. On l'entend bien, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe à Lausanne ? Il y a une autre aussi raison qui me paraît aussi importante, c'est quand même la capitale olympique. La moindre des choses, c'est que la capitale olympique ait au moins son stade pour faire de l'athlétisme dans des bonnes conditions. Ça me paraît élémentaire. Ça pourrait être un risque pour Lausanne de ne pas en avoir. Oui, je ne vais pas me prononcer sur les relations entre la ville et le CIO, mais enfin, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'université pour comprendre que ce n'est plus comme avant, ce n'est plus la ville le reconnaît. Mais c'est quand même ce qui est le moteur économique de Lausanne, c'est ce qu'il a fait rayonner à travers le monde. Est-ce qu'il y a toujours une volonté de vouloir avoir le CI à Lausanne ? C'est pas moi qui peux répondre à cette question, il faut interroger les bonnes personnes. Mais effectivement, on sent que le danger est là et je pense au même titre de savoir si Atletissima sera là en 2030 ou pas, ce que je réfute. Bien, on peut se poser la même question pour le CIO et on peut pour d'autres raisons, mais voilà, c'est pas à moi de répondre à ces questions. Visiblement, Lausanne préfère le foot que l'athlétisme, alors Non, je dirais pas ça, parce que nos relations avec le football sont très très bonnes, avec le hockey aussi, mais je crois qu'il y a un changement de paradigme en ce moment, et là on veut aller sur quelque chose d'autre. Mais je dis toujours Atletissima, c'est comme une pyramide. C'est le sommet de la pyramide. Mais dans les championnats, chaque fois qu'on a Atletissima, les clubs ont une demande d'entrée de nouveaux jeunes qui aimeraient faire de l'athlétisme qui est exponentielle. Donc, en fait, il faut toujours avoir quelque chose qui fait rêver les gens qui ont envie. Et puis, on a quand même sorti de très grands athlètes qui sont issus d'Atletissima et des clubs lausannois. Sarah Hatcho, les sœurs Sprunger, Loïc Gage, qui sont peut-être pas toujours dans le club, mais en ce moment, il y a Melissa Gutschmidt qui brille au firmament. C'est des gens qui ont découvert le sport grâce à leur club et grâce à Atletissima. Est-ce que vous êtes inquiet pour Atletissima ? Son déménagement est peut-être remis en cause ? Son avenir vous inquiète ou pas encore ? Disons que nous avons toujours dit à Atletissima qu'on était d'accord d'aller n'importe où sauf au chalet à Gobert parce qu'il fait même froid en été, mais que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un objet qui tient la route au niveau des infrastructures et qui correspond aux besoins et aux obligations de notre association fêtière. Moi, si on décide de rester à la Pontaise, je m'en accommode très bien, mais il faut plus que transformer ce stade. Et je crois que un des partis a demandé qu'on fasse une comparaison entre les coûts d'une rénovation totale de la Pontaise et les coûts d'un nouveau stade. Il est vrai que la ville aurait peut-être pu faire cette évaluation avant. Personne pour le moment a bougé, tout le monde en a pris pour son grade et même différents services de la ville sont incrédules de cette décision. Donc ça remet en cause aussi beaucoup de choses, pas seulement Coubertin, mais un peu la politique sportive du sport d'élite à Lausanne, la politique de ce que veut comme infrastructure la ville. Et il ne faut pas se cacher derrière deux gros morceaux qui sont la Vaudoise Arena et le stade de la Tuyère. Il faut voir l'ensemble du sport et l'athlétisme est le sport de base.
Lorsqu'on veut faire du football, il faut d'abord apprendre à marcher et à courir. Merci beaucoup, Jackie Le message est bien passé. On suivra de près ce dossier Coubertin qui connaît des rebondissements 2 mois après avoir dévoilé le projet du futur écrin. On rappelle qu'Athletissima, ce sera le jeudi 22 août prochain, la prochaine édition. Merci beaucoup. M le Média présente la 7e édition des rencontres 7e art Lausanne. M le Média. 7e édition des rencontres 7e art Lausanne se déroule jusqu'au 17 mars au Capitole et dans toute la capitale vaudoise, je vous rappelle. Notre envoyé spécial Thomas Lécuyer est chaque jour sur place et a rencontré ce week-end pour vous Thierry Wegmuller, patron emblématique du D-Club à Lausanne, qui accueille, je vous rappelle, notamment le concert surprise de M dans le cadre du festival ce vendredi. Il nous parle des coulisses de ce concert unique et des liens étroits que le D-Club entretient avec le monde du cinéma. Interview ce matin. Je suis Thierry Wegmuller et je suis sur M, le média. Il y a un lien qui est important parce que ce bâtiment qui abrite le D-Club en fait était le premier théâtre de Suisse romande qui s'appelait le théâtre Le Lumen, qui ensuite a été transformé en cinéma. J'ai d'excellents souvenirs de films que j'ai pu voir dans ce cinéma qui s'appelait l'ABC en fait. Et puis après, à partir de 96, il est devenu un club, d'où le petit jeu de mots de ABC qui est devenu le D. Et puis c'est vrai qu'il a un lien effectivement avec le cinéma parce qu'au moment de sa transformation, en fait, les gens avaient la possibilité de voir des films juste avant de passer en club. Je me rappelle très bien avoir eu des soirées où voilà, tu voyais un classique, le bal des vampires, puis ensuite il y avait le rideau qui se levait, ça partait en clubbing et je trouve que cette idée était absolument exceptionnelle. J'avais des velléités en fait de faire toute une carrière dans le cinéma qui n'a pas pris le chemin, mais parce que la vie est comme ça et puis on se retrouve toujours finalement à la fin avec ce qu'on aime le plus profondément. Et c'est vrai que j'ai fait un bout de cours Florent à Paris. On m'avait dit que j'étais bien mais que j'y croyais pas, donc ça suffisait pas. Mais j'ai quand même eu la chance de tourner dans un Jean-Luc Godard. Donc j'ai donné une réplique et puis cette réplique a été coupée au montage. C'est pas dramatique, mais voilà, j'aurais quand même essayé. M le Média présente M en concert le vendredi 15 mars au D-Club de Lausanne. Très heureux de pouvoir l'accueillir M. Carte blanche, on ne sait pas ce que c'est. On sait que l'artiste peut jouer et continuer, et puis on est même prêt à se dire, ben voilà, on repousse la soirée si vraiment tout à coup il part dans une espèce de prolongation et on se réjouit énormément de le voir. Pour moi c'est un honneur, je l'ai vu, moi j'étais un grand fan du Soldat Rose que j'avais montré à mes enfants, à mes garçons à l'époque. On a été voir la comédie musicale, on a eu la chance d'aller là-bas. Puis M, bon, j'ai vu je sais pas combien de fois et c'est un artiste que j'apprécie énormément. Swiss Radio Player. Swiss Radio Player, la bonne station pour chaque instant. Toujours et partout, à télécharger dans votre store. Swiss Radio Player. Balance ton sport, le MAG. Le nouveau départ de Paul Bernardoni à Yverdon. Après des mois de galère en Turquie, notre invité retrouve de la sérénité depuis janvier et sa signature au Yverdon Sport. Titulaire au poste de gardien de but du club nord-vaudois, il s'épanouit dans sa nouvelle vie en Suisse et dans un championnat, la Super League, qu'il découvre depuis maintenant quelques semaines. À Yverdon, il apporte donc son expérience, son talent et son humilité au service d'une équipe en pleine ascension. Bonjour Paul Bernardoni et bienvenue ce matin sur M. Bonjour, merci. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. On est très content de vous recevoir et on va parler à fond de football, mon cher Léo de Garrigue. Oui, Philippe, le 23 janvier dernier, Paul Bernardoni, vous avez fait vos grands débuts dans les buts d'Yverdon. Vous avez sorti une parade somptueuse dès la 10e minute de votre premier match que vous avez fini par gagner. C'était des débuts parfaits pour vous ? Ouais, comme je dis, est-ce qu'il y a des débuts parfaits ou pas, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr, c'est toujours bien de se mettre tout de suite dans le bain si rapidement. Mais on va dire qu'on signe tous pour commencer comme ça. Plus globalement, votre intégration a l'air de très bien se passer. D'abord, d'un point de vue sportif, vos débuts sont solides. Vous faites du bien à Yverdon dans les buts. C'est pour ça que j'ai été recruté aussi. Je sens aussi que de la part du club, les gens sont heureux de me voir et heureux que je sois là. Donc on travaille vraiment... On travaille bien, je trouve que c'est... Voilà, comme je dis, c'est vrai qu'on est un petit club. Faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Mais en tout cas, ce qui est quand même très très intéressant, c'est que je trouve qu'on fait de belles choses. Et tant mieux si moi j'arrive à donner ma petite expérience et
mon niveau, donc c'est cool. D'un point de vue plus personnel, vous avez vécu des mois de galère, on y reviendra, en Turquie. Là, vous vous sentez apaisé depuis votre arrivée en Suisse ? Ah bah oui, non mais très clairement oui, ça serait mentir que de dire que je me sens pas bien, non, je me sens très 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 bien, que ce soit sur le terrain ou même en dehors dans ma vie de tous les jours. Voilà, j'ai compris que c'est ça qu'il me faut surtout de la sérénité, surtout en dehors du football, c'est très important pour moi. Pour revenir sur le sportif, vous avez très minutieusement préparé votre arrivée à Yverdon avec de la vidéo pour avoir un maximum de repères, c'est ça, en arrivant au club ? De repères et surtout, moi je suis plutôt quelqu'un qui dit les choses, donc on peut être surpris aussi sur les infrastructures, on peut être surpris sur beaucoup de choses, donc en fait j'ai vraiment voulu tout savoir avant d'arriver, comme ça il n'y a pas de surprise. Je m'attends pas à signer dans un club où il y a les derniers vestiaires les plus high-tech ou quoi. Non, c'est que je sais où j'arrive, je sais la taille du club et comme ça c'était beaucoup plus simple. Et même sur comment l'équipe jouait, comment ça voulait ressortir. En fait, on gagnait un temps. Pour moi, j'ai gagné 2 à 3 semaines, rien que en me posant 2-3 heures chez moi avant de venir. Justement, dans le jeu, concrètement, vous êtes intégré au collectif, notamment dans les sorties de balles et les phases défensives, vous avez un rôle important. Ouais, c'est quelque chose où on travaille énormément à l'entraînement, aussi en vidéo. Et puis je trouve qu'il n'y a pas mieux que la vidéo pour comprendre ce qu'on veut. Et du coup, c'est une pratique que j'avais connue en France, aussi un petit peu en Turquie, mais je trouve que là c'est quand même un peu plus accentué. Et donc voilà, c'est l'évolution du poste qui veut ça aussi, et c'est chouette. Et avec l'entraîneur des gardiens, Pedro Soares, vous travaillez des aspects très spécifiques, notamment avec des lumières, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à quoi ça ressemble ? Toutes les veilles de match, en gros, c'est des lights, en gros, c'est comme on voit là aux images, c'est à peu près les mêmes. Et en gros, c'est pour travailler un petit peu de la réaction, de la vitesse, pour préparer le match. Et donc moi, je suis friand de ça. Je trouve que le cognitif, c'est l'avenir au niveau du gardien de but, parce qu'on travaille un petit peu tout, que ce soit prise de balle, technique, même tactique, mais le cognitif, que ce soit les yeux, le cerveau, tout ça, et comme je dis, c'est pas ça qui va te faire arrêter un ballon, mais c'est ça qui va échauffer ton cerveau et tes yeux avant de venir. On s'échauffe bien les muscles, donc pourquoi on s'échaufferait pas les yeux et le cerveau ? Et sur ce que vous voyez depuis 1 mois et demi du côté d'Yverdon, c'est quoi les forces du club, sur quoi il doit s'appuyer, sur quoi il s'appuie ? Si on veut vraiment, si on veut exister dans cette ligue, dans ce championnat, il faut qu'on garde nos valeurs humaines, nos valeurs d'équipe. C'est un peu ce qui fait la beauté de ce club, c'est que, comme on peut dire, on est un petit club, on a un petit stade, mais bon. C'est sûr qu'on va faire 3-4 000 personnes, ça fait vite plein, et donc ça fait une belle ambiance, comme en France par exemple, les clubs comme ça, c'est souvent en Coupe de France, c'est un petit stade où c'est plein, et c'est des matchs de coupe où c'est toujours dur, et il faut garder ça, qu'à domicile, ce soit dur de venir chez nous, et que quand les autres clubs viennent, ce soit un peu une galère de venir jouer à Yverdon, donc ça c'est vraiment la grosse force de notre club. Et puis après, si on peut en plus rajouter quelques petites brides de jeu où on est dur à jouer aussi, c'est encore mieux. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG. Chaque lundi matin, on vous plonge dans cet univers qu'est le sport. Et ce matin, on parle de foot et on parle notamment de la capitale nord-vaudoise, Yverdon et son club. Et surtout, son gardien, Paul Bernardoni, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, pour qui la Suisse lui permet de retrouver un peu de sérénité. Oui, on a décrit une arrivée agréable en Suisse pour vous, mais la saison avait commencé de toute autre manière, de manière assez cauchemardesque. En août dernier, c'était il y a à peine 7 mois. Vous avez signé en Turquie à Konyaspor, pour qui vous avez joué jusqu'à fin décembre, début janvier. Sur le plan sportif, vous décrivez une expérience enrichissante, mais humainement, vous parlez d'un cauchemar. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé là-bas ? Ce qui s'est passé, en fait, c'est très simple. C'est que quand je parle d'une expérience sportive enrichissante, c'est que même c'était bien, parce que moi j'ai joué, j'ai fait 17 ou 18 matchs avec Konya, donc, et ça se passait très bien. Mais c'est tous les à côté qui étaient compliqués. Sur le point sportif à côté, c'était des salaires impayés, c'était plein de promesses non tenues, donc ça c'était déjà très compliqué. Et puis sur l'autre plan personnel, c'est que ma compagne allait être expulsée parce qu'elle n'allait pas avoir de visa.
Donc rien que ça, c'était quand même compliqué. Et puis j'ai perdu mon fidèle compagnon, mon chien qui était avec moi depuis le début de ma carrière, âgé de 9 ans. Je l'ai perdu accidentellement sur empoisonnement. Ça c'est un accident, mais bon ça marque énormément. Je peux vous le dire. Donc c'est, enfin voilà, plein de petits détails comme ça qui étaient très très compliqués. Et puis en fait à un moment ça plus les galères à côté de ça, parce qu'on va pas se mentir que si tu vas en Turquie et en plus pour pas être payé, voilà, c'est quand même compliqué. Donc j'ai pris la décision de rompre mon contrat et de partir. Et comment vous décririez l'état émotionnel qui a évolué petit à petit en vous? Qu'est-ce que vous ressentiez dans ces moments-là? En fait, si vous voulez, la perte de mon chien est arrivée très très tôt, au bout de 4 jours. Donc ça a été un énorme choc. Et puis après, avec ma femme, on s'est dit, c'est malheureusement une étape de la vie, et puis il va falloir être encore plus fort. Donc le foot, c'était vraiment un exutoire, c'était vraiment la chose qui me permettait de souffler. Et sauf qu'en fait, quand ma femme allait être expulsée, là, moi, ça a été la goutte de trop. Donc puis voilà, il y a eu beaucoup de promesses non tenues, donc j'ai préféré. À un moment, il faut pas rester pour rester. Donc j'ai préféré prendre, quitte à moins gagner d'argent, mais au moins être plus heureux. Et comment concrètement Yverdon est arrivé dans la danse à ce moment-là? En gros, mon choix de vouloir partir, je vais dire que c'est arrivé fin novembre où j'ai dit allez stop. J'ai dit et pourtant on était je crois sur 3 victoires de suite, et quand je voyais que même ça me rendait plus heureux, j'ai dit je me connais, ça veut dire que il faut partir. Et donc j'ai prévenu mes agents, et en fait c'est arrivé aux oreilles de Yverdon. Donc eux pensaient que ça allait être injouable, et moi j'ai quand même voulu faire le call. Donc on a discuté, et puis moi à partir du moment où le projet m'a plu, et je savais que c'était pour 5 mois et que je voulais aider le club à grandir et à se maintenir aussi. Donc on s'est très vite mis d'accord. Et puis après par contre, j'avais été honnête avec Yverdon, c'est qu'il fallait que j'arrive à sortir de Konya Sport. Donc il fallait être un petit peu patient. Et ils étaient avec moi jusqu'au bout. On était en contact limite tous les jours. Donc il y a aussi ça qui a fait que ça m'a donné envie, quoi. Et l'aspect humain tout au long de votre carrière est quelque chose de très important. Vous fonctionnez beaucoup à l'humain. Là, vous avez trouvé un équilibre satisfaisant du côté d'Yverdon. Ah bah oui, c'est le jour et la nuit. Ah bah complètement. J'ai toujours privilégié le jeu, jouer dans ma carrière. Ça sera mon leitmotiv, je pense, jusqu'à la fin. Jusqu'à tant que je pourrai surtout. Mais par contre, oui, c'est vrai que l'humain. Avec le temps, on apprend à se connaître, et je sais que maintenant, c'est la chose la plus importante pour moi. C'est aussi me sentir bien humainement, que ce soit dans un groupe, dans un vestiaire, ou par les gens qui me dirigent. Donc voilà, ça a été une expérience. Maintenant, je sais que je ne ferai plus 2 fois la même erreur, quoi. On a une petite surprise pour vous en parlant d'humain, avec un message de votre nouveau capitaine William Le Pogam. Il a un message pour vous, on l'écoute. Ciao mon Polo, j'en rigole déjà. Qu'est-ce qu'il dit mon Polo? Juste un petit message pour te dire qu'on est très content de t'avoir dans le vestiaire, et que ça continuera encore pour pas mal de saisons. Bisous. Comment est-ce que vous décririez ce vestiaire d'Yverdon, avec beaucoup de joueurs qui sont là depuis très peu de temps? C'est ça, mais à l'image de William, comme je lui dis mon Will, je trouve que il y a des joueurs, comme je dis, on les découvre parce qu'ils sont à Yverdon, mais je suis persuadé que tu les mets dans un vestiaire de Ligue 1, on en parlerait plus. Donc, mais après, c'est des carrières qui sont comme ça, à l'image de William, de Sautier. Enfin voilà, il y a plein de joueurs qui auraient peut-être mérité un moment de jouer en première division, mais c'est la carrière qui est comme ça. Et donc c'est très humain, c'est très chambreur aussi, tout ça. Mais enfin voilà, ces images le montrent. C'est un groupe. Et puis, mais c'est à l'image du club. Il y a des gens qui sont là depuis très longtemps dans le club, que ce soit les intendants, les masseurs, tout ça. Et comme je dis, c'est eux les âmes de ce club. Et en gros, nous, on doit s'emboîter à eux. C'est pas l'inverse. Et ça, c'est toujours le petit gap à pas franchir. Des fois, certains clubs le franchissent, et c'est là où souvent ça part un peu en vrille. Je pense qu'il faut quand même garder une identité, parce que aucun joueur n'est plus fort que le club. Ça, c'est une certitude, mais ça, que ce soit Yverdon ou Paris Saint-Germain, par exemple, pour moi, c'est la même chose. Et je pense que c'est important parce que les joueurs passent. Mais par exemple, comme je dis, un intendant, un masseur, il va certainement faire toute sa carrière et professionnelle et sa vie à Yverdon. Donc c'est eux les plus importants. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport,
Sport, le MAG, votre rendez-vous chaque lundi matin. On parle foot ce matin et un peu foot suisse à travers l'œil de Paul Bernardoni qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau ce matin. Paul, vous avez joué plus de 180 matchs en Ligue 1. Les différences majeures entre la Ligue 1 et le championnat suisse, ce sont lesquelles ? C'est toujours des questions compliquées à répondre parce que même quand j'étais en Turquie ou en Suisse, on me dit alors c'est quel niveau par rapport à la France ? C'est toujours dur à jauger parce qu'il y a des matchs en France où il y a des fois tu te dis waouh, on a l'impression d'avoir fait une match avec une intensité Ligue des Champions, puis un autre match où on se dit ouais, c'était limite 3e division tellement c'était pauvre. En tout cas, moi peut-être la différence, s'il faut être honnête, c'est que je pense que c'est ici en Suisse, le championnat est beaucoup plus serré, beaucoup plus homogène. Je pense que tout le monde peut battre tout le monde. Peut-être que IB et Servette dominent un peu plus ce championnat, mais après, je pense qu'il y a quand même c'est quand même très serré. En France, je pense quand même qu'il y a 7-8 équipes qui sont vraiment très costauds. Alors ça peut arriver sur 1 ou 2 matchs qui se font avoir, mais le reste, c'est quand même très fort. Et après, étant donné qu'il y a aussi plus d'argent, et donc il y a des joueurs beaucoup plus gros, donc il y a peut-être au niveau du talent équipe, il y a peut-être plus de joueurs quand même confirmés et assez costauds. Vous avez évoqué IB et Servette, vous les avez déjà joués. Ouais. Ils sont au coude à coude aux premières places du classement. Vous voyez ça comment, la fin de saison, si vous aviez un pronostic un peu à faire, la dynamique est plutôt pour Servette ? La dynamique est plutôt pour Servette. Après, IB a l'expérience du championnat et d'être champion, donc à un moment, ça peut leur servir. Mais Servette, je trouve que Servette fait une grosse saison. Donc pourquoi pas avoir Servette champion. Et puis je pense que ça redynamiserait aussi un peu le championnat, parce que IB, mine de rien, est là depuis tellement d'années. Nous, les Français, de loin, en gros, c'est surtout IB et Bâle qu'on connaît, parce que Bâle, pareil, a survolé le championnat pendant des années. Donc ça serait top aussi pour que... si je dis pas de bêtises, c'est Suisse romand. Ouais, ça serait bien aussi pour la Suisse, et donc c'est hyper intéressant. Ouais. Donc pourquoi pas Servette ? Vous êtes quel profil de fan de foot ? Il y en a qui regardent 15 matchs dans la semaine. Ouais. Est-ce que vous avez le temps de regarder déjà des matchs de Super League un peu quand vous... Très sincèrement, je regarde pas. Même le foot là par exemple, il y a la Ligue des Champions, j'ai pas regardé un match. Okay. Non, moi par contre, ce que j'aime, c'est souvent regarder les highlights, surtout des gardiens. Moi je suis un passionné de gardien de but, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Et donc après, s'il y a vraiment un gros match, je vais me poser devant, bien évidemment, mais sinon non, je suis plus à regarder les gardiens. Vous avez dit que vous êtes fan de gardiens, vous avez eu un coup de cœur pour ce poste-là étant petit. J'ai appris en préparant l'interview que vous étiez fan de gants également. Ouais. C'était un peu une passion, tout ce qui est couture par exemple. Couture, on va dire surtout les gants de gardien. Par exemple, chez moi, j'ai tous mes gants quand j'ai commencé le foot, donc de 8 ans jusqu'à 13 ans. Je les ai tous dans 2-3 boîtes. Donc et c'est quelque chose, j'ai dit à mes parents, hors de question de les jeter. Même si je les sortirai certainement jamais, mais du moins je sais pas, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé ça tout petit. Et donc non, c'est hyper intéressant. Enfin, moi je trouve que c'est un poste tellement à part, c'est tellement important. Bien évidemment, il y a les crampons, mais nous les gants, c'est tellement propre à chacun, et ouais, moi ça me passionne et je trouve ça super. Et vous l'avez dit, c'est un poste à part, vous avez énormément de responsabilités, mais vous touchez très peu le ballon. Quel plaisir vous décririez dans le plaisir que vous prenez dans ce quotidien de gardien ? Le plaisir, c'est d'aller chercher la performance, c'est d'aller chercher par exemple le bon positionnement, le bon placement pour se donner un peu plus de temps pour réagir. Donc en fait, pour moi, on n'arrivera jamais à son meilleur niveau parce qu'il y a tellement à faire et à progresser. Mais là, moi, ça fait 10 ans que je suis pro et je vois tellement l'évolution du poste depuis le début de ma carrière qui est phénoménale. Alors je me dis, si j'ai la chance encore de jouer 10-15 ans, comment ça va finir, quoi. C'est génial. Balance ton sport, le MAG. Dernier tour de terrain. Ah oui, il faut que je m'apprenne à parler comme ça. D'abord, c'est tour de table. On parle de gastronomie le vendredi. Et le lundi, on parle sport et foot, plus précisément aujourd'hui, avec le portrait de Paul Bernardoni qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Au-delà du foot, mon cher Léo. Bien sûr, c'est la partie finale de cette interview. D'abord, Paul, vous venez d'arriver en Suisse. Quand vous ne jouez pas, quand vous n'êtes pas à l'entraînement, qu'est-ce que vous faites sur votre temps libre ? Alors là, je viens Qu'est-ce qu'il est curieux, hein, quand même. On vient de réadopter un petit chiot, donc du coup là, je reprends ma vraie vie, quoi. Donc promenade, découverte d'endroits magnifiques et éducation de mon petit chiot. Donc ça, c'est
c'est super, mais sinon, j'aime bien, vous parlez de gastronomie, j'aime bien aussi, j'aime beaucoup ça, donc il y a ça aussi, toujours chercher le nouveau resto, tout ça, donc non, plein de choses comme ça. La prochaine fois, on vous invite un vendredi alors. Avec plaisir. je note tous les restos que je fais, donc vous avez un bon client. Avec plaisir. Pour préparer l'interview, je vous ai demandé votre film favori. Vous avez évoqué la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Ça représente quoi pour vous ces 3 films-là ? Ma jeunesse, parce que c'est que mon frère et mon père, on les regardait très souvent, donc ça, et chaque année je me la refais. Donc souvent, vu qu'on a les déplacements, tout ça, et que c'est des longs films, ça prend du temps, mais je trouve les images, j'aimerais bien un jour aller en Nouvelle-Zélande, rien que pour ça, parce que ça a été tourné là-bas. Je trouve l'histoire sublime. Alors, j'arrive pas, j'ai essayé de la lire, mais c'est tellement compliqué. C'est un monde, mais c'est un monde tellement fabuleux aussi. Je trouve ça dingue comment ça sort de l'imaginaire de quelqu'un, quoi. Mon précieux. Et là, Paul, je dois dire que c'est mon choix préféré depuis le début de la saison. Votre chanson favorite, c'est celle-là, Nuit de folie de début de soirée. Là, c'est un choix. Ça s'appelle passer du coq à l'âne. C'est ça. Non, je suis très années 80. J'aime beaucoup ces musiques et c'est vrai que cette musique, je la trouve géniale. Je trouve que pour se mettre dans un match, mettre dans un truc, c'est quelque chose. Ça met tout de suite le sourire et donc c'est cool. Donc parfois, c'est super. Vous écoutez début de soirée parfois avant un match? Oui, ça c'est régulier. Je dois l'écouter une fois tous les 2 jours. Hein. Merveilleux. On a une tradition pour conclure l'interview d'un Balance ton sport le mag, une rafale de questions. Ça dure 1 minute top chrono. Ça va être des questions assez courtes, puis je vous demande des questions à peu près aussi courtes. Bien sûr. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bon. Attention, rien ne va plus, c'est parti. La rafale de questions. Votre plus belle découverte depuis votre arrivée en Suisse? Ma plus belle découverte, le lac de Neuchâtel. Jouer jusqu'à plus de 40 ans, c'est un objectif? Toujours. Jouer jusqu'à plus de 40 ans à Yverdon, est-ce que c'est possible? Je sais pas, je pense pas. Le meilleur joueur que vous ayez affronté? Mbappé. Votre idole dans le football? Grégory Coupé. Le coach qui vous a le plus marqué? Bernard Blacard. Un pronostic sur le classement final d'Yverdon en Super League? 8e. Un mot pour décrire la ville d'Yverdon? Petite mais sublime. Est-ce que vous avez déjà pu ajouter quelques restos d'Yverdon dans votre liste des restaurants? Bien sûr. Un à nous conseiller? La Grange. Le style d'arrêt qui vous procure le plus de plaisir quand vous le réussissez? Un arrêt, j'irai une manchette. Un prono sur le score de votre match à Lugano samedi prochain? Victoire 2-0. Et pour finir, on m'a dit que vous étiez meilleur en arrêt qu'en discussion en anglais avec le coach des gardiens. Oh, est-ce que c'est vrai? Influence. Merci beaucoup Paul Bernardoni d'être venu ce matin. Bonne fin de saison du côté d'Yverdon. Le prochain match de votre club, c'est ce samedi du côté de Lugano. On espère un clean sheet pour vous et une victoire du club, bien sûr. C'est gentil, j'espère.